Au 5e siècle avant notre ère, Athènes est au cœur d'un âge d'or culturel et politique. Victorieuse des guerres médiques contre les Perses, la cité domine la mer Égée et devient la capitale intellectuelle, artistique et politique du monde grec. Sous l'impulsion de Périclès, la démocratie athénienne s'épanouit, les arts et la philosophie fleurissent. Cependant, cette prospérité est suivie de graves troubles. La longue guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, qui s'est déroulée entre 431 et 404 avant notre ère, a épuisé Athènes. En 404 avant Jésus-Christ, vaincue, la cité perd sa liberté et subit un régime oligarchique brutal imposé par Sparte. Une junte aristocratique appelée les 30 tyrans s'empare alors du pouvoir et instaure la terreur. Parmi ces oligarques figure Critias, l'oncle maternel de Platon. L'année suivante, la démocratie est rétablie, mais Athènes demeure divisée et affaiblie. C'est dans ce contexte bouillonnant et instable qu'en 427 avant Jésus-Christ naît Platon, héritier d'une grande famille aristocratique athénienne. Platon naît vers 428-427 avant Jésus-Christ à Athènes. Issu de la noblesse, il porte d'abord le nom d'Aristoclès, mais son maître de gymnastique lui donne bientôt le surnom de Platon, dérivé du grec platis, large, en référence à ses épaules larges. Dans sa jeunesse, le futur philosophe bénéficie d'une éducation soignée, imprégnée de culture grecque classique. Il étudie la poésie, la musique, la grammaire, la gymnastique et les mathématiques, se familiarisant avec les grandes œuvres littéraires et la pensée de son temps. Ce jeune aristocrate montre aussi un intérêt précoce pour la politique de sa cité. Athènes, malgré les troubles, reste un vivier intellectuel, où de nouveaux courants de pensée émergent. Platon grandit ainsi dans un monde où les tragédies de Sophocle, les débats des sophistes et les discussions philosophiques animent la vie culturelle. Cette formation polyvalente et ce milieu effervescent vont préparer le terrain à sa vocation philosophique. Vers 407 avant Jésus-Christ, à l'âge d'environ 20 ans, Platon fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il devient l'élève du célèbre philosophe Socrate, alors âgé d'une 60aine d'années. Socrate, avec sa méthode fondée sur le questionnement incessant et la quête de la vérité morale, fascine le jeune homme. Durant 8 ans, Platon fréquente quotidiennement ce maître charismatique. Il délaisse ses ambitions littéraires initiales. Il avait un temps envisagé de devenir poète ou homme d'État pour s'adonner entièrement à la philosophie sous l'influence de Socrate. Cette période de formation socratique marque profondément Platon. Il apprend l'art du dialogue, l'exigence de la définition précise des concepts et la primauté d'une vie vertueuse. Socrate lui inculque l'importance de distinguer l'opinion de la connaissance véritable et de toujours questionner les idées reçues. Toute sa vie, Platon gardera pour Socrate une admiration et une loyauté sans faille, faisant souvent de lui le personnage central de ses dialogues philosophiques. Sous la guidance de Socrate, sa pensée prend forme, centrée sur la recherche du bien, de la justice et de la vérité. 399 avant Jésus-Christ, Platon assiste, impuissant, à un événement tragique qui ébranle ses convictions les plus profondes. Cette année-là, son maître Socrate est accusé d'impiété par les autorités athéniennes. On l'accuse de corrompre la jeunesse et de ne pas honorer les dieux de la cité. Au terme d'un procès retentissant, Socrate est condamné à mort et forcé de boire la ciguë, un liquide qui met fin à la vie très rapidement. Platon, alors âgé d'une 20aine d'années, est bouleversé par l'exécution de ce sage qu'il considérait comme l'homme le plus éminent de son époque. Il ne peut assister aux derniers instants de Socrate, étant tombé malade ce jour-là, comme il le rapporte lui-même dans le dialogue Phédon. La mort injuste de Socrate, décidée par un tribunal démocratique, est un traumatisme pour Platon. Elle représente pour lui l'expérience de l'injustice même, un événement fondateur à partir duquel il oriente toute sa réflexion future. Platon prend conscience des dérives possibles de la politique et de la fragilité de la justice sous le régime démocratique athénien.
Le choc de cette condamnation infâme le détourne de l'idée de s'engager dans la politique active de la cité et le convainc que la philosophie doit chercher à comprendre comment instaurer une véritable justice pour éviter de tels drames. Quelques mois après la mort de Socrate, Platon et d'autres disciples du maître quittent Athènes, le cœur lourd, bien décidés à poursuivre son œuvre de pensée dans un environnement plus favorable. Suite à la disparition de Socrate, Platon entame une longue période de voyage qui va enrichir sa formation intellectuelle et forger sa propre philosophie. Il part d'abord se réfugier à Mégare, une cité voisine d'Athènes, avec d'autres socratiques. Il y rejoint Euclide de Mégare, un ancien élève de Socrate, et poursuit avec lui les discussions philosophiques entamées auprès du maître. Ce séjour lui permet de rester entouré de personnes partageant l'héritage socratique, tout en prenant du recul par rapport à Athènes. Platon élargit ensuite ses horizons. D'après la tradition, il se rend en Égypte, terre de savoirs antiques, où il s'intéresse aux connaissances des prêtres égyptiens et aux mathématiques. Il voyage également jusqu'en Cyrène, en Afrique du Nord, où il rencontre le mathématicien Théodore de Cyrène ainsi qu'Aristippe, un philosophe disciple de Socrate établi là-bas. Au contact de ces savants, Platon approfondit des domaines variés comme la géométrie et découvre d'autres approches philosophiques. Ces expériences renforcent en lui la conviction que les mathématiques et les sciences exactes sont des outils essentiels pour accéder au savoir et entraîner l'esprit à la rigueur, une idée qu'il intégrera plus tard dans le cursus de formation des philosophes. Son périple le conduit ensuite en Grande Grèce, c'est-à-dire dans les colonies grecques d'Italie du Sud. Platon y cherche particulièrement à rencontrer les philosophes de l'école pythagoricienne. À Tarente, il fait la connaissance d'Archytas, un célèbre pythagoricien qui dirige la cité, réputé pour avoir tenté de fonder un gouvernement éclairé par la philosophie. Cette rencontre est importante. Elle montre à Platon un exemple concret de dirigeant appliquant des principes philosophiques au pouvoir politique. Les pythagoriciens, avec leurs idées sur les nombres, l'harmonie de l'âme et la transmigration des âmes, influencent également Platon, notamment dans sa conception de l'immortalité de l'âme et de l'ordre cosmique. Enfin, Platon se rend en Sicile, attiré par la renommée de la puissante cité de Syracuse. En 388 avant Jésus-Christ, il est invité à la cour de Denis l'Ancien, le tyran, dirigeant autocratique, de Syracuse. Platon, idéalisant peut-être la figure du roi philosophe, nourrit l'espoir de convaincre ce souverain de modérer son pouvoir par la sagesse philosophique. Cependant, l'expérience tourne mal. La vie de cour à Syracuse, débauchée et violente, heurte le philosophe. Ses conseils de gouvernance vertueuse déplaisent au tyran. Bientôt, le conflit éclate entre les deux hommes. Denis, irrité par la franchise et les leçons de son invité, décide de se débarrasser de lui. Platon est expulsé de Syracuse et embarqué de force sur un navire. Pire, lors d'une escale, il est vendu comme esclave sur l'île d'Égine, ennemie d'Athènes. Cette mésaventure aurait pu sceller son destin tragiquement. Heureusement, un riche ami nommé Anicéris, qu'il avait rencontré en Cyrène, le rachète et lui rend la liberté. Éprouvé, mais indemne, Platon rentre à Athènes vers 387 avant Jésus-Christ. Ses voyages, parfois périlleux, ont été pour lui l'occasion de confronter ses idées à d'autres traditions et d'éprouver concrètement ses théories face à la réalité du pouvoir. L'échec de sa tentative de convertir Denis l'Ancien à la philosophie lui a notamment montré combien il est difficile de faire coïncider les idéaux du sage avec les intrigues du pouvoir en place. De retour dans sa patrie, après de nombreuses années d'errance, Platon est âgé d'une quarantaine d'années. Fort de ses apprentissages et mûri par ses expériences, il décide de se fixer à Athènes et de se consacrer pleinement à la transmission du savoir. Vers 387 avant Jésus-Christ, il acquiert un gymnase et un jardin situés dans le domaine d'Académos, aux portes d'Athènes, et y fonde sa propre école, l'Académie. C'est la première institution philosophique de l'Antiquité dont l'existence soit bien attestée historiquement.
L'Académie de Platon fonctionne un peu à la manière d'une école ou d'un cercle d'études avancées. On y enseigne non seulement la philosophie, mais aussi les sciences, en particulier les mathématiques, ainsi que la gymnastique. Platon est convaincu que des disciplines comme la géométrie préparent l'esprit à la pensée abstraite et à la recherche de la vérité. Au sein de l'Académie, l'enseignement se fait surtout par des discussions vivantes et des débats d'idées, reflétant l'héritage de la méthode socratique. Platon dialogue avec ses élèves, les interroge, les pousse à définir les termes et à examiner les problèmes sous tous les angles. Cette approche interactive explique pourquoi il privilégie le genre du dialogue dans ses écrits philosophiques. L'école attire rapidement des esprits brillants de tout le monde grec. Parmi les étudiants qui suivent son enseignement, se trouve un jeune homme destiné à marquer à son tour l'histoire de la pensée, Aristote. Arrivé à l'Académie vers 367 avant Jésus-Christ, Aristote étudie pendant une vingtaine d'années auprès de Platon. Il devient l'élève le plus accompli de l'école, au point que l'on dira plus tard qu'il était le seul à pouvoir rivaliser vraiment avec le maître. La présence d'Aristote illustre le rayonnement intellectuel de l'Académie, qui restera un haut lieu du savoir pendant des siècles. Platon dirige cette école pendant le reste de sa vie, faisant de l'Académie le creuset où se forgeront les idées qui nourriront ses ouvrages et formeront la prochaine génération de philosophes. Installé à l'Académie, Platon se consacre également à l'écriture de ses œuvres philosophiques, dont la plupart prennent la forme de dialogues. Ces dialogues mettent souvent en scène Socrate discutant avec diverses figures, poursuivant l'idéal de la quête commune de la vérité. Platon a ainsi produit une vingtaine de dialogues couvrant presque tous les domaines de la philosophie: la politique, la morale, la connaissance, la métaphysique, l'esthétique, etc. Ces écrits peuvent être classés approximativement par période, témoignant de l'évolution de sa pensée au fil du temps. Dans les premiers dialogues, dits socratiques, Platon rapporte surtout les discussions et les idées de Socrate. C'est sa manière de rendre hommage à son maître et de préserver son enseignement. Parmi ceux-ci, on trouve l'Apologie de Socrate, où Platon retranscrit le discours de défense prononcé par Socrate lors de son procès en 399 avant notre ère. Ce texte émouvant est le témoignage direct de la noblesse d'âme de Socrate face à ses juges. On y sent l'indignation de Platon envers l'injustice subie par son mentor. Autre dialogue de cette période, le Criton met en scène Socrate en prison, refusant de s'évader, discutant du respect des lois et de la justice, ce qui reflète la droiture morale du philosophe jusqu'à la fin. Le Phédon, lui, relate les dernières heures de Socrate et s'attache à démontrer l'immortalité de l'âme. On y voit Socrate dialoguer sereinement sur la vie après la mort avec ses disciples avant de boire la ciguë. Ce dialogue offre une méditation profonde sur la dualité du corps et de l'âme et sur l'espoir d'une existence de l'âme au-delà de la mort. Les dialogues de la maturité de Platon correspondent à l'apogée de sa pensée et comportent ses œuvres les plus célèbres. L'un des plus importants est La République, Politeia, rédigé probablement dans les années 370 avant notre ère. Ce vaste ouvrage en 10 livres est consacré à la définition de la justice et à la construction d'une cité idéale. Platon y expose en détail l'éducation des futurs dirigeants et décrit ce à quoi ressemblerait une société parfaitement juste. C'est dans La République qu'il formule son célèbre projet de philosophe roi, nous y reviendrons, et qu'il introduit des images marquantes comme l'allégorie de la caverne. Dans cette allégorie, il compare l'humanité à des prisonniers enchaînés dans une caverne, qui prennent les ombres projetées sur la paroi pour la réalité. L'un des captifs parvient à se libérer et à sortir à l'air libre. Ébloui d'abord, il découvre le véritable monde éclairé par le soleil, symbole du bien et de la vérité. Lorsqu'il revient dans la caverne pour tenter d'éclairer les autres, ces derniers refusent de le croire, attachés à leurs illusions. Par ce récit métaphorique saisissant, Platon illustre le difficile chemin de l'ignorance vers la connaissance, ainsi que la mission du philosophe qui, ayant vu la lumière de la vérité,
doit guider ses semblables même contre leur gré. La République demeure l'un des textes philosophiques les plus influents, posant des questions intemporelles sur la justice sociale, le savoir et le pouvoir. Autre dialogue majeur de cette période, le banquet, symposion, aussi traduit le banquet, est consacré au thème de l'amour. Dans le cadre d'un banquet à Athènes, plusieurs personnages, dont le poète Aristophane et le dramaturge Agathon, font chacun l'éloge de l'amour. Platon, par la voix de Socrate et du personnage de Diotime, y développe l'idée que l'amour, Eros, est un élan qui permet d'atteindre la beauté absolue. L'amour véritable, au-delà de l'attirance physique, élève l'âme du particulier vers l'universel, du beau corps vers l'idée du beau elle-même. Le banquet montre ainsi l'importance philosophique de la recherche de la beauté et la transformation intérieure qu'implique l'amour. Ce dialogue allie profondeur conceptuelle et richesse poétique, et il est souvent cité pour sa théorie de l'amour platonique. D'autres dialogues notables incluent le Phèdre, qui traite également de l'amour et de la réminiscence de l'âme, le Théétète sur la connaissance, ou le Parménide, qui questionne la théorie des idées elles-mêmes. Vers la fin de sa vie, Platon écrit des dialogues plus difficiles et plus techniques, comme le Sophiste et le Timée, où il propose une cosmologie, une explication de la création du monde. Son dernier ouvrage, Les Lois, resté inachevé, est un traité plus pragmatique de politique, où il décrit les lois d'une cité idéale seconde, moins parfaite que celle de la République, mais plus réalisable. L'ensemble de ses œuvres, par leur portée encyclopédique, a fait de Platon l'un des piliers de la philosophie occidentale. L'exécution de Socrate et les désordres politiques dont Platon a été le témoin ont fortement influencé sa pensée politique. Ayant vu Athènes passer de la démocratie éclairée de Périclès à la démagogie et à la tyrannie oligarchique, Platon développe une critique sévère des gouvernements de son temps, notamment de la démocratie athénienne telle qu'elle fonctionnait après la guerre du Péloponnèse. Dans ses écrits, il exprime sa déception vis-à-vis de la démocratie directe, qu'il accuse de verser facilement dans la démagogie le gouvernement par la flatterie du peuple. Il constate que sous les dirigeants démocrates, la liberté sans frein peut mener au chaos, que des orateurs habiles manipulent la foule, et que les décisions publiques manquent souvent de sagesse et de justice. La mort de Socrate en est pour lui la preuve la plus éclatante. Comment une cité se prétendant civilisée a-t-elle pu condamner un homme juste sur la base d'accusations mensongères? Ce constat d'échec l'amène à remettre en question les fondements du système politique athénien. Platon n'épargne pas non plus les autres formes de gouvernement de son époque. Il a connu l'oligarchie brutale des 30 tyrans, dont faisait partie son propre oncle, et en garde l'horreur de la tyrannie et de la corruption du pouvoir par une minorité. Dans la République, il passe en revue les divers régimes, timocratie, oligarchie, démocratie, tyrannie, et en montre les dérives. Selon lui, tous ces systèmes sont voués à l'injustice, si ceux qui gouvernent cherchent avant tout leur intérêt personnel ou cèdent aux passions au lieu de poursuivre le bien commun. Platon estime ainsi que les crises politiques d'Athènes proviennent d'une décadence morale. Il a vu des dirigeants, qu'ils soient aristocrates, conservateurs ou démocrates, privilégier le pouvoir et la richesse au détriment de la justice et de la vérité. Il dénonce les politiciens qui flattent le peuple au lieu de le guider, et la transformation de la liberté en licence, où chacun fait ce qui lui plaît, sans égard pour l'ordre et le bien public. Face à ce sombre tableau, Platon consacre sa vie à réfléchir aux conditions d'une cité juste et harmonieuse. Son ambition est de définir un modèle politique idéal qui éviterait les erreurs qu'il a observées. Sa philosophie politique cherche à réformer en profondeur la conception du pouvoir. Pour lui, la clé réside dans la vertu et le savoir de ceux qui gouvernent. C'est là qu'intervient son concept novateur qui tranche avec les pratiques de son siècle, celui du dirigeant philosophe. Pour mettre fin à la corruption et à l'incompétence des dirigeants, Platon propose dans la République une idée radicale: confier le pouvoir aux philosophes, c'est-à-dire à des sages formés durant de longues années
à la recherche de la vérité et du bien. Il affirme que les maux des cités ne cesseront que lorsque les philosophes deviendront rois, ou que les rois deviendront philosophes. Ce projet de philosophe roi découle de sa conviction que seul celui qui a atteint la connaissance authentique du bien et de la justice est apte à guider la cité vers le bonheur commun. Dans son idéal, les gouvernants ne seraient plus des ambitieux cherchant le prestige ou la richesse, mais des esprits éclairés, ayant purifié leur âme de l'égoïsme et des désirs bas pour se dévouer au service de la communauté. Platon conçoit ce gouvernement idéal comme une forme d'aristocratie, non pas fondée sur la naissance ou la richesse, mais sur la vertu et la science. Seul un petit nombre d'hommes et de femmes exceptionnellement sages et moralement droits exercerait le pouvoir, épaulés par un système éducatif exigeant qui forme dès l'enfance les futurs gardiens de la cité. Dans cette cité juste, chaque classe sociale, les dirigeants philosophes, les guerriers auxiliaires et les producteurs, occupe la place qui correspond à sa nature et à sa compétence, en harmonie, selon le principe d'une justice entendue comme l'ordre équilibré où chacun fait ce pour quoi il est le plus qualifié. Platon insiste sur la nécessité d'une éducation poussée des gardiens de la cité. Un long cursus de formation morale, intellectuelle et physique, détaillé dans la République, doit leur permettre de développer une âme droite. Ces dirigeants philosophes, ayant contemplé la vérité, seraient à l'abri des tentations de la démagogie et de la tyrannie. Au fondement de cet idéal politique se trouve la fameuse théorie des idées de Platon. En effet, pour savoir réellement ce qu'est la justice, le bien ou la vertu, et donc pour pouvoir les appliquer dans la cité, il faut en avoir une connaissance absolue. Or, selon Platon, ces notions existent sous forme d'idées pures, parfaites et éternelles, dans un registre de réalité supérieure. La théorie des idées, ou formes, affirme qu'au-delà du monde sensible que nous percevons avec nos sens, monde changeant et imparfait, existe un monde intelligible immuable, fait d'essence absolue. Par exemple, toutes les choses justes que nous voyons ne sont que des approximations de l'idée de justice en soi, qui seule est la justice parfaite. Il en va de même pour la beauté, le courage, le bien, etc. Le philosophe est celui qui, par son âme rationnelle, parvient à s'élever au-dessus des apparences sensibles pour contempler ses idées véritables. C'est ce processus que Platon appelle dialectique. L'âme, guidée par la raison, s'abstrait peu à peu du monde matériel, changeant pour atteindre les vérités éternelles. Cette conversion de l'âme vers l'intelligible est comparée à un éveil, une sortie de la caverne vers la lumière. Par la connaissance des idées, l'âme s'approche du bien suprême, qui est l'idée qui couronne toutes les autres, souvent symbolisée par le soleil dans la République. Ainsi, pour Platon, un roi philosophe sera celui qui a accompli ce parcours intellectuel et moral jusqu'au bout. Ayant connu la vérité du bien, il pourra l'appliquer en politique. Inversement, Platon rejette catégoriquement l'idée de confier le pouvoir à des personnes ignorantes ou dominées par leurs passions. Il voit dans la tyrannie le règne de l'âme pervertie par ses désirs et dans la démocratie sans frein le règne d'une multitude sans vraie connaissance, prompte à se laisser séduire par les flatteurs. Son philosophe roi est l'antidote à ces excès. Un dirigeant qui, maître de lui-même, juste et éclairé, ferait passer le bien commun avant ses intérêts propres. Bien que cet idéal puisse sembler utopique, il a le mérite, selon Platon, de fixer un horizon vers lequel tendre. La République n'est pas tant un plan concret pour réformer Athènes qu'un modèle philosophique pour penser la politique de manière exigeante et morale. Cet idéal du gouvernement par les sages a profondément marqué l'imaginaire politique occidental. Il a inspiré de nombreux penseurs à travers les âges et suscité des débats sans fin sur la place des intellectuels et des philosophes dans la cité. Platon dirige l'Académie jusqu'à la fin de sa vie, formant plusieurs générations d'élèves. Aristote, son disciple le plus illustre, quittera finalement l'école peu après la mort de Platon pour fonder sa propre institution, le lycée, et élaborer sa propre philosophie.
Si Aristote s'inspire de nombreux enseignements de son maître, il s'en écarte aussi sur bien des points, critiquant par exemple la théorie des idées pour lui opposer une approche plus ancrée dans l'observation du monde concret. Néanmoins, sans l'impulsion initiale de Platon, la pensée d'Aristote n'aurait pas pris le même essor. L'élève et le maître sont indissociables dans l'histoire de la philosophie. Platon a enseigné Aristote pendant de longues années, et Aristote reconnaîtra toujours sa dette intellectuelle, même en forgeant d'autres voies. Ensemble, Socrate, Platon et Aristote forment un trio fondateur, un âge d'or de la philosophie grecque dont l'influence sera déterminante. Platon s'éteint vers 348-347 avant Jésus-Christ, à l'âge d'environ 80 ans, probablement à Athènes, entouré de ses élèves. Selon certaines anecdotes, il serait parti paisiblement dans son sommeil, voire lors d'un banquet de noces, d'après une légende tardive, mais les détails de sa mort restent incertains. Ce qui est sûr, c'est que l'héritage qu'il laisse est immense. Son neveu Speusippe lui succède à la tête de l'Académie, perpétuant l'enseignement de son oncle. L'Académie platonicienne continuera d'exister pendant plusieurs siècles, traversant différentes phases, ancienne, moyenne et nouvelle Académie, et adaptant la pensée de Platon à de nouveaux contextes. Au-delà de son école, la postérité de la philosophie de Platon est considérable. Dès l'Antiquité, ses idées engendrent des courants comme le néoplatonisme, au IIIe siècle de notre ère. Plotin reprend et transforme la métaphysique platonicienne en insistant sur l'un et l'âme du monde. Le platonisme imprègne fortement la pensée de philosophes et de théologiens chrétiens tels que saint Augustin, qui y puise la notion d'un monde intelligible divin et la primauté de l'âme. Au Moyen Âge, l'influence directe de Platon faiblit au profit d'Aristote, davantage commenté par les scolastiques, mais certaines de ses idées survivent via Boès ou des auteurs arabes. À la Renaissance, Platon revient en force sur le devant de la scène intellectuelle européenne. À Florence, des humanistes comme Marcille Ficin traduisent ses œuvres en latin et fondent une nouvelle académie platonicienne, renouant avec l'esprit de son enseignement. Son exaltation de l'amour divin, de la beauté et de la quête intellectuelle séduit alors les penseurs de l'époque. Les siècles suivants continuent de redécouvrir Platon sous des angles divers. Que ce soit les philosophes du XVIIe, comme Descartes qui hérite en partie de sa conception de la dualité de l'âme et du corps, du XIXe, avec le néo-idéalisme allemand, ou du XXe siècle, où Whitehead et Popper discutent encore ses idées politiques, tous dialoguent à leur manière avec le géant de l'Académie. On a pu dire que toute la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes au bas des pages de Platon. Cette formule, attribuée au philosophe Alfred North Whitehead, souligne à quel point Platon a posé les questions fondamentales que les penseurs après lui n'ont cessé de commenter, critiquer ou approfondir. Plus de 2 millénaires après sa mort, Platon demeure une source d'inspiration inépuisable. Son œuvre, avec ses mythes, la caverne, l'androgyne, l'attelage ailé de l'âme, ses dialogues peuplés de personnages vibrants et ses théories audacieuses sur les idées, la connaissance et la cité idéale, continuent d'être lues, étudiées et interrogées. Qu'il s'agisse de réfléchir à la justice, à l'amour, à la vérité ou à la nature de la réalité, nous revenons sans cesse aux intuitions du philosophe d'Athènes. L'héritage de Platon, c'est avant tout d'avoir fait de la philosophie une aventure vivante, où la pensée et la vie s'entremêlent, et d'avoir montré que la quête de la sagesse peut transformer non seulement l'individu, mais aussi la société tout entière.